À la une, Amman, à son tour touché par la violence. Ce dimanche, une fusillade a éclaté à l'intérieur de l'ambassade israélienne de la capitale jordanienne. Il y aurait 2 morts. À Jérusalem, Benyamin Netanyahou convoque lui un cabinet de sécurité pour évoquer les violences autour de l'esplanade des mosquées. La tournée dans le golfe de Recep Tayyip Erdogan se poursuit après le Koweït et l'Arabie Saoudite. Il se rend ce lundi au Qatar. Objectif pour le président turc, apaiser les tensions entre l'État pétrolier et ses voisins. Du sport enfin avec la 21e étape du Tour de France. Sur les Champs-Élysées, la victoire est revenue à Dylan Groenewegen. Sans surprise, c'est le Britannique Christopher Froome qui remporte cette grande boucle 2017, la 4e de sa carrière. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 24. On prend donc tout de suite la direction d'Amman où une fusillade a éclaté dans l'enceinte de l'ambassade israélienne. Selon le dernier bilan, 2 Jordaniens sont morts dans cette attaque. 2 personnes ont également été blessées. Le quartier a été bouclé par la police. Cette attaque contre la représentation diplomatique d'Israël en Jordanie intervient alors que les tensions autour de l'esplanade des mosquées se poursuivent. Des violences qui inquiètent le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il se réunira ce lundi. En Israël, Benyamin Netanyahou a convoqué un cabinet de sécurité pour évoquer l'éventuel retrait des détecteurs de métaux autour du lieu saint. Sur place, en tout cas, la tension est toujours palpable. À Jérusalem, la correspondance de Cyril Payen. Il y a eu une dispersion finale sur l'esplanade des mosquées assez violente par un assaut lancé par les forces de sécurité israéliennes, scénario immuable comme tous les soirs, et ces soirées émaillées d'incidents et d'affrontements de plus en plus violents, même au sein de la vieille ville et dans les alentours de l'esplanade des mosquées, mais également dans certains endroits, plusieurs zones de Cisjordanie, comme la ville de Jéricho, ou la ville de Ramallah, tout proche de Jérusalem. Mais c'est vrai qu'à l'heure où je vous parle maintenant, vous l'avez dit, il y a un cabinet d'urgence de sécurité avec les plus proches conseillers de l'homme dont on parle beaucoup et qui est dans tous les esprits ici, que ce soit en Israël ou du côté palestinien. C'est le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou qui a réuni donc ses conseillers en sécurité, et toute la nation, et certainement une grande partie, il faut le dire, du Proche-Orient, est vraiment pendu à ce qui va se dire et ce qui va être décidé au terme de cette réunion de sécurité, puisqu'on le sait, à cause de cette pression domestique, cette pression nationale et cette pression internationale avec l'ONU, la Ligue arabe, un certain nombre de pays qui montent au créneau pour réclamer une désescalade, un apaisement des tensions au Premier ministre israélien. Eh bien, on va savoir dans quelques heures certainement, au terme de ce débat interne, si il va y avoir une manière de reculer, donc d'apaiser les tensions, peut-être de revenir quelque peu sur ces nouvelles mesures de sécurisation extrême de l'esplanade des mosquées qui ne passent pas du tout, on l'a vu, du côté des musulmans palestiniens. Le vrai dilemme pour Benyamin Netanyahou, c'est que, il le sait, son armée est favorable à apaiser les tensions. Elle craint, c'est l'état-major qui a dit aujourd'hui, une nouvelle intifada. Ce sont les mots du chef d'état-major de Tzahal, l'armée israélienne qui connaît très très bien le conflit israélo-palestinien, mais l'aile d'extrême droite de la coalition gouvernementale du Premier ministre, l'aile d'extrême droite religieuse, eh bien, il verrait toute reculade comme une manière de céder aux exigences palestiniennes tout à fait hors de question. Donc c'est un gros dilemme qui ne date pas d'hier. Ça fait des jours et des jours que le Premier ministre réfléchit à trouver une issue. Et là, c'est vrai que c'est l'homme sur lequel toute la pression est certainement concentrée. Recep Tayyip Erdogan se rend ce lundi au Qatar, une visite dont le but affiché est d'apaiser les tensions entre Doha et ses voisins. La crise diplomatique couve, je vous le rappelle, depuis le 5 juin dernier. Une tournée du président turc dans le Golfe débutée ce dimanche avec un double déplacement au Koweït et en Arabie Saoudite. Florence Tomaso. Avec cette tournée dans le Golfe, Recep Tayyip Erdogan entame une mission délicate. Comment défendre le Qatar, allié de longue date et partenaire stratégique de la Turquie, tout en protégeant les intérêts commerciaux de la Turquie avec les pays voisins hostiles au gouvernement qatari? Une équation compliquée. Depuis le début de cette crise diplomatique, la pire dans la région depuis des années, Ankara tente de jouer un rôle de médiateur. Il n'est dans l'intérêt de personne que cette crise se prolonge davantage. Le monde musulman a besoin de coopération et de solidarité, pas de nouvelles divisions. Avant d'arriver à Riyad, le président turc a mis l'accent sur les partenariats économiques.
Nous apprécions et soutenons tous nos frères de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et d'autres pays du Golfe et nous voulons travailler à une coopération accrue avec eux. Comme je l'ai déjà dit, les problèmes politiques sont temporaires, mais les liens économiques sont permanents. Les Émirats Arabes Unis sont l'un des grands partenaires économiques d'Ankara. En 2016, les exportations turques vers ce pays se sont élevées à près de 5,5 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite était derrière, à la 11e place. La crise ouverte qui secoue la région s'est déclenchée le mois dernier. Riyad ainsi que Bahreïn, l'Égypte et les Émirats ont coupé les liens avec le Qatar, l'accusant de soutenir le terrorisme. Doha doit répondre à une demi-douzaine de demandes de la part de ses voisins pour que les sanctions soient levées. L'Émirat n'a pas encore donné suite à ces nouvelles exigences, mais se dit ouvert au dialogue. En bref, un casque bleu marocain a été tué à Bangassou, une ville située dans le sud-est de la Centrafrique. Il a trouvé la mort dans des affrontements avec des milices chrétiennes, annonce ce dimanche de l'ONU. On en vient à cette découverte macabre au Texas. Sur un parking de San Antonio, la police a retrouvé les corps sans vie de 9 personnes, probablement des migrants. Ils étaient entassés dans une remorque de camion non climatisée. 17 autres individus ont été hospitalisés dans un état jugé critique. On voit tout cela avec Serine Bay. Au milieu de la nuit, sur le parking de ce supermarché de San Antonio, au Texas, les secours ne s'attendaient pas à une si macabre découverte. Dans la remorque d'un camion, plusieurs personnes mortes par asphyxie et une trentaine de blessés. Dans le camion, il n'y avait ni air conditionné, ni eau. La température à l'intérieur était intenable. Les blessés souffrent de sévère déshydratation et d'épuisement. Il pourrait s'agir d'un groupe de migrants clandestins venus du Mexique voisin. San Antonio se trouve à 2 heures de la frontière. C'est un employé du supermarché qui a donné l'alerte. La présence du camion sur le parking lui semblait suspecte. Un homme qui sortait du camion lui a demandé de l'eau. L'employé nous a appelés. En vérifiant la vidéosurveillance, nous avons vu un mouvement de véhicules autour du camion. Des véhicules qui venaient chercher des gens qui sortaient de la remorque. Cela semble bien être un trafic d'êtres humains. Au lever du jour, les policiers n'avaient toujours pas déterminé la provenance du camion. Un homme a été arrêté, probablement le chauffeur. Ce genre de drame s'est déjà produit dans la région. En 2013, 19 personnes avaient été retrouvées mortes dans les mêmes circonstances. On reste aux États-Unis où le Congrès a donné son feu vert à de nouvelles sanctions. Elles viseront la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. Démocrates et républicains veulent notamment sanctionner Moscou pour son ingérence dans la campagne présidentielle américaine. L'initiative a été bien accueillie par la Maison-Blanche. Noémie Roche. Ils ont réussi à surmonter leur division. Les parlementaires républicains et démocrates sont tombés d'accord sur un projet de loi pour durcir les sanctions contre Moscou. Un texte pour sanctionner l'annexion de la Crimée et l'intervention militaire russe en Ukraine et en Syrie. Selon le chef des démocrates au Sénat, cela est justifié. Compte tenu des nombreuses transgressions de la Russie et de l'apparente incapacité du président Trump à y répondre, ce projet de loi de sanctions est indispensable. Indispensable, ce n'est pas l'avis du président américain. Donald Trump, au contraire, prône une politique d'assouplissement avec Moscou pour, selon lui, mieux négocier avec la Russie sur des dossiers sensibles. Le président américain va donc devoir faire un choix. Il peut opposer son veto, mais il risque alors d'alimenter un peu plus les soupçons de collusion avec Moscou, au moment même où une enquête sur de possibles ingérences russes dans la dernière campagne présidentielle américaine est en cours. Il peut aussi valider ce texte en allant à l'encontre de ce que lui conseille son administration. Embarrassant, d'autant que le projet de loi vise aussi à sanctionner l'Iran et la Corée du Nord, 2 pays contre lesquels Trump a pris des positions très dures. Au Venezuela, Nicolás Maduro reste toujours sourd aux appels de l'opposition. Il a annoncé que le scrutin prévu dimanche prochain pour élire une assemblée constituante allait bien avoir lieu. L'opposition dénonce une mascarade et annonce qu'elle va boycotter le scrutin. On écoute le président Maduro. J'exige que l'opposition ait un peu d'honneur et respecte le droit des Vénézuéliens à voter librement le dimanche 30 juillet, sans violence. Je le demande à tous les leaders de l'opposition, non à la violence.
Les conséquences de la sécheresse en Italie, dans la région de Rome, les autorités évoquent désormais ouvertement le rationnement de l'eau des lacs. À partir de vendredi prochain, par exemple, il sera notamment interdit de pomper de l'eau dans celui de Bracciano. On voit tout cela avec Kevin Battista. SOS Lac, un appel au secours pour le lac de Bracciano. Ce lac qui alimente Rome en eau douce est au bord de l'assèchement. Le gouverneur de la région annonce une mesure radicale, des coupures d'eau alternées jusqu'à 8 heures par jour à Rome dès le 28 juillet pour préserver le lac. Le niveau de l'eau baisse depuis des semaines, des mois même. À présent, la situation est vraiment dramatique, dangereuse pour le lac lui-même. Alors nous avons pris cette décision qui sera en vigueur dans une semaine. Pour la maire de Rome, une autre réponse doit être trouvée avant cette échéance. Je suis inquiète. J'espère que tous les citoyens romains auront accès à l'eau, en particulier les hôpitaux, les pompiers et les commerçants. Surtout, j'espère qu'un accord sera trouvé entre la région du Latium et la compagnie d'eau, car nous devons prendre soin de plus d'1 million de Romains. À Rome, il n'y a plus que 28 jours cette année. La capitale n'est pas la seule à souffrir de la sécheresse. En Sardaigne aussi, le niveau des eaux est jugé alarmant. L'état de grâce est-il fini pour Emmanuel Macron? En un mois, le président français vient de perdre 10 points de popularité. Le sondage publié par le Journal du Dimanche lui attribue néanmoins 54% d'opinion favorable. Mais comment expliquer une telle chute? Élément de réponse avec Guillaume Darey. C'est un premier coup d'arrêt pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, 54% des Français se disent satisfaits du chef de l'État. Il perd 10 points de popularité en un mois selon le baromètre IFOP pour le JDD. L'affaire du général de Villiers a abîmé l'image du président de la République, mais nous avons aussi des mécontentements qui s'expriment parmi les retraités sur l'annonce de la hausse de la CSG qui va les concerner. De la même façon, des sympathisants de gauche voient d'un très mauvais œil la réforme du Code du travail. Selon l'IFOP, la communication du chef de l'État est aussi critiquée par certains Français. Néanmoins, avec 54% de satisfaits, rien d'alarmant quand on le compare avec ses prédécesseurs 3 mois après leur élection. En 1981, François Mitterrand recueillait 47% d'opinion favorable, 39 seulement pour Jacques Chirac en 1995. Nicolas Sarkozy, lui, culminait à 66% de popularité, 56% pour François Hollande en juillet 2012. Pour Emmanuel Macron, la rentrée chargée en réformes s'annonce comme un moment de vérité en matière de popularité. Je vous le disais en titre, le Tour de France a donc rendu son verdict. Ce dimanche, la 21e et dernière étape a été remportée sur les Champs-Élysées par le néerlandais Dylan Groenewegen. C'est le premier succès de sa carrière sur le Tour. Le favori de cette édition 2017 à l'antenne, Christopher Froome, décroche lui sa 4e grande boucle. Le Britannique n'est désormais plus qu'à une seule marche des grandes légendes du Tour. Son portrait est signé Kevin Battista. Chris Froome ou l'histoire d'un coureur à la vocation malmenée. L'aventure du cyclisme commence pour le jeune Britannique au Kenya où il est né au milieu des années 80. Il a 17 ans quand il découvre sa vocation après avoir regardé le Tour de France à la télévision. Il commence la compétition en 2006 et devient professionnel un an plus tard, mais une infection, la bilharziose, vient ralentir ses projets. Malgré la fatigue, il remporte plusieurs victoires. En 2012, la médaille d'or en contre-la-montre lors des Jeux Olympiques. En 2013, avec l'équipe Sky, il arrive premier du 100e Tour de France. Malgré des soupçons de dopage, il multiplie les exploits. Le Britannique gagnera à nouveau en 2015 et 2016 sur les Champs-Élysées. Avec ses 4 trophées, il se rapproche des champions Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Une fierté, mais Froome a la victoire modeste. Je ne pense pas que l'équipe a la reconnaissance qu'elle mérite en cyclisme. Surtout vu que c'est juste le gagnant qui se tient sur le podium. Je pense que c'est pour ça que ce soir c'était vraiment spécial. Le fait que nous avons aussi remporté le classement par équipe, c'est juste super de pouvoir monter là-haut avec toute l'équipe et montrer que c'était vraiment un travail d'équipe. Chris Froome peut savourer son succès. Il devrait s'aligner l'année prochaine avec son équipe Sky et peut-être viser une 5e victoire, entrer dans la légende du Tour de France. Et le premier Français, Romain Bardet, se classe lui 3e. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain journal, c'est dans 15 minutes sur France 24. À tout à l'heure.